Polysécure podcast. Pendant le Sécure, je suis accompagné de conférenciers, d'habitués du podcast. On fait ça live. Ben, live au sens où on parle avec des gens devant le public. Fait que je vais laisser les différentes personnes autour de la table dans le premier panel, disons, qui se présenter, puis on va laisser avec ça. À ma gauche. Oui, allô, moi c'est Olivier Bilodeau. Je suis directeur de la recherche chez Go Secure. J'ai présenté ce matin à 8h45. Ma foi, c'était tôt. Andréane Bergeron, je suis chercheur chez Go Secure, donc je travaille avec Olivier et j'ai présenté aujourd'hui aussi à 8h45 avec Olivier. Bonjour, Alex Tardy, et ça chez Palo Alto, donc spécialiste en cybermenaces du côté manufacturier. Bonjour, Alexis de Région K. J'ai pas encore présenté. Moi, c'est demain matin 9h. C'est un petit peu moins pire, Olivier. Puis, je travaille chez Proofpoint. Je gère l'équipe qui fait de la recherche sur les APT. Bruno Germain, Solution Architects chez Zscaler. Puis moi, à 8h30 ce matin, j'avais un déjeuner avec quelqu'un. Avec quelqu'un. Alexandre Fournier de Crise et Résilience. Et moi, je passerai demain tranquillement à 14h30 pour mettre le feu dans votre boutique. C'est important de mettre le feu. Commençons avec quelque chose que le feu a pris, du moins au Québec. TikTok. Ben, je vous laisse partir avec ça. Mettez vos opinions. Ça va être très comique. Puis j'aime bien le hochement de tête. Ah, fuck. Il va être marqué comme explicite comme épisode, fait que gênez-vous pas. Ah ouais, ok. Quoi? Wow, ça change Ouais, la on a perspective. absolument le droit. Non, mais TikTok, tempête dans un verre d'eau, là, bloquez-le, puis c'est fini. Mais moi, en tout cas, je pense qu'il y a des analogies à faire avec Twitter puis Meta, Facebook, qui sont pas nécessairement faites d'emblée, mais la couverture des dernières journées a rattrapé ces enjeux-là. Mais ceci dit, tu sais, enjeu de la sécurité nationale, à mon avis, c'est réel. Et le lien le plus concret, direct qu'on peut avoir, parce qu'il faut travailler avec des faits, il ne faut pas travailler avec des opinions, c'est ce que Peter Zeitko a dit à le lanceur d'alerte Mudge, là, son nickname, le lanceur d'alerte de Twitter. Ce qu'il a révélé, dans le fond, c'est une longue entrevue, c'est sur YouTube disponible. Là. J'ai écouté au complet parce que mon boss m'a dit que c'était bon. Il avait raison. C'était bon. Puis dans ses révélations, il révèle des choses que tu dis, si ce qu'il révèle s'applique à TikTok, ben oui, il faut bloquer. Puis là, je vais en nommer un, puis après ça, je vais laisser la parole aux autres. Mais une des choses qu'il a dit, entre autres, c'est les données, tu sais, sont en mode startup-ish, là. Donc, les données sont distribuées, disponibles à tous les ingénieurs, dans le fond. La moitié des employés de Twitter sont des ingénieurs. Les ingénieurs ont accès à toutes les données parce qu'ils sont en mode cloud, ils stockent énormément de données. Les données de location de tous les comptes sont disponibles en temps réel. Puis là, il faut se souvenir, les téléphones, là, depuis quelques années, ils ont bloqué les données de location en background. Ça, c'était déjà un enjeu de vie privée. Donc, ça a été réglé. C'était une porte qui était ouverte. Maintenant, quelle application a le droit d'avoir des données de location précises? Les applications que vous utilisez. Quelles applications que vous utilisez? Twitter, TikTok. Donc, on revient à un enjeu de localisation constante. Puis, ben là, on parle de résistance à l'extorsion pour les employés fédéraux. Est-ce que si tu as une maîtresse et que tu as TikTok et ou Twitter puis que tu l'utilises, est-ce que tu es capable de cacher ça à une entité tiers? Ben, pas nécessairement si tes données de location précises sont révélées sur des longues périodes de temps. Donc, il y a des vrais problèmes d'espionnage et aussi de potentiel recrutement pour le contre-espionnage parce qu'on va utiliser l'extorsion pour le contre-espionnage puis on a des faits documentés au Canada. Puis là où le bas blesse, ben c'est quand Mudge révèle qu'il y a des employés qui étaient chez Twitter, qui étaient des espions de d'autres entités étatiques et Twitter le savait et ne faisait rien. Maintenant, mettons ça dans le contexte de tout ça est possible chez TikTok. Est-ce qu'on devrait le bloquer? Oui. Maintenant, la question devient, est-ce qu'on devrait bloquer Twitter? Puis, mon avis, c'est si t'as pas de raison de t'en servir dans tes fonctions officielles, oui.
Ouais, ben, j'irais un peu plus loin de parenthèse, puis ça va être intéressant parce que le scandale avec Tim Horton, qui est à plus petite échelle, qui est canadien, et Tim Tom, j'allais dire TikTok, mais Tim Horton savait quand on était à la maison, savait quand on passait chez un compétiteur de Tim Horton. Donc, imaginez juste une petite entité comme ça ici, quand on a un Twitter géant, on a un TikTok géant, qui ont accès à encore plus d'informations que ça. Fait que c'est un cauchemar, là. Une petite perspective aussi pour juste donner ce que Facebook ramasse sur votre téléphone pour voir ce qui peut se ramasser en Chine. Le bill number, les coordonnées GPS, la time zone, le genre, le country, la résolution du téléphone, l'orientation, la mémoire, les données de rotation puis d'accéléromètre. Je veux dire, juste tout ça que Facebook ramasse, là, c'est la possibilité d'être juste concaténé, envoyé là-dessus puis agrégé dans une base de données quelque part sans aucune possiblement sécurité. Juste un autre aspect de la question, à vrai dire, que je trouve super intéressante aussi, c'est que la notion de vie privée en général, là, puis on travaille beaucoup là-dessus de ce temps-ci, il y a des lois qui sortent, puis je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, là, mais cette idée-là qu'on a encore une vie privée, là, puis que cette information-là n'est pas disséminée, je ne sais pas sur quelle planète qu'on vit, là, mais a priori, le chat est sorti du sac, ça fait longtemps. Puis, par corrélation, même si tu n'as pas l'ensemble des données, tu es capable de retrouver énormément de trucs. J'en parlais avec Nicolas quand l'histoire de TikTok est sortie, puis je pense que ce matin, on en parlait, ou en tout cas, peu importe. Puis, non, c'était pas avec monsieur. Mais oui, ça aurait pu. Mais j'ai des alibis. Mais je sais pas si vous vous souvenez, la première année de la COVID, quand on s'est fait envoyer à la maison, là, en confinement, pas longtemps après, le ministre Legault est venu à la télévision nationale durant son point de presse, puis il était heureux de nous montrer, charte à l'appui, que les Québécois étaient plus dociles que tout le monde au Canada, que finalement, on restait, nous autres, à la maison, on suivait les consignes plus que tout le monde, puis il était heureux, il nous encourageait, il nous félicitait de ça. Mais la courbe qui est en arrière avait été produite par Google puis Apple, qui nous traçait sur les téléphones, puis par corrélation, on savait qu'on était à la maison et compagnie. Là. Je veux dire, puis ça n'a pas offusqué personne. Puis pour TikTok, c'est juste qui possède cette information-là qui diffère. Puis, mais c'est la même information, là, puis ça n'a pas semblé offusquer personne il y a 2 ans au moment de ce point de presse-là. Puis aujourd'hui, parce que c'est les méchants Chinois qui pourraient avoir cette information-là qui de toute façon est disponible. Là, tout à coup, là, c'est un enjeu national. Oui, il y a des conséquences. Bon, je veux dire, quand j'ai passé mon TS au gouvernement fédéral, puis qu'ils m'ont plugué, puis qu'ils m'ont posé un paquet de questions, c'est le genre de trucs qui sont super intéressés à savoir si tu es vulnérable à ce genre comment je pourrais dire, d'extorsion, de chantage-là. Oui, c'est très réel. OK? Les problèmes que Hydro-Québec a eu, que Bombardier a eu, puis que, bon, oui, ça existe absolument. Puis cette information-là, cette collecte de données-là peut servir à ça, c'est certain. Mais d'en faire un show, un spectacle, comme je pense que c'est en train de se faire en ce moment, par rapport à toutes les informations qu'on a données depuis X nombre d'années à d'autres groupes. Quand je ne sais pas si vous vous souvenez, encore durant la COVID, il y a eu un épisode à un moment donné avec la SQ pour un logiciel de reconnaissance faciale qui était capable de faire aussi de la corrélation. Puis bon, puis à un moment donné, ça a fait le GRC, la SQ a dit non, on ne l'utilisera plus. Mais ils peuvent arriver exactement à la même chose, juste en faisant de la corrélation de données. C'est juste qu'au lieu d'avoir un logiciel qui le fait pour eux autres, ils vont le faire à mitaine. Fait que, a priori, cette notion-là, encore une fois, de vie privée, je pense qu'il faut la revoir, y repenser parce que mes données, à part, des données peut-être extrêmement sensibles, là, mais a priori, ils sont là. Puis ils sont disponibles, puis il est trop tard à ce niveau-là. Moi, je vais me permettre de déborder sur quelque chose. Là, on parle de TikTok, en effet, mais les données en général, et je vais aller dans ton sens, on se les fait voler au quotidien. On le voit, on se fait rançonniser, toutes les données, ça sort à droite à gauche. Donc, il n'y a plus aucune sécurité sur les données qui nous concernent. Et peut-être qu'il y a un moment ou un autre, il va falloir savoir qu'est-ce qu'on fait réellement de ces données-là. Est-ce qu'elles sont confidentielles encore au fait qu'on va pouvoir se les faire voler du jour au lendemain? Donc, c'est peut-être aussi une réflexion sur la sécurisation des données, c'est une chose, mais la confidentialité des données, c'en est une autre. Et actuellement, il n'y a aucune donnée qui sont confidentielles pour moi. Donc, TikTok, en effet, je te rejoindrais sur le fait que c'est une
une tempête dans un verre d'eau, il y a toutes les autres informations qu'on récupère à droite et à gauche qui sont déjà connues depuis belle lurette. Donc je pense qu'on vit dans un monde de licorne où on peut encore penser que nos données sont super sécurisées et qu'on n'aura aucun souci et qu'on sera toujours sécurisé par rapport à ça. C'est faux. Enfin, pour moi en tout cas. Ouais, mais ça revient à définir sécurisé. Qu'est-ce qu'une donnée sécurisée? Sérieusement, là, comme professionnel en sécurité, on dit « Ouais, c'est sécure! » What the fuck, ça veut dire quoi? C'est une conférence. Ouais, c'est une conférence, tout à fait. Ouais. What the fuck, c'est un terme technique en passant. Moi, je fais pas de traduction, mais cela étant C'est un dit, bordel c'est qu'on de utilise merde. plein de choses. On est comme là, sur quelle base? On dit « Ouais, nos données sont ci, sont ça. » Mais je pense que même comme professionnel, on a de la misère à expliquer aux gens normaux qu'est-ce que ça veut dire. Puis mais ces gens normaux-là vont sortir des termes qu'ils ne comprennent pas en général. Puis bon, on les retrouve dans les médias généralistes également. Plein de monde qui disent des choses qui ne tiennent pas. Puis là, je trouve ça drôle parce que tout le monde rit. Fait que je vais vous passer la balle justement parce que vous trouvez ça drôle que je parle des médias généralistes. Et justement, mon voisin de gauche a passé hier dans un dit média généraliste. Pas du tout. Non, mais la définition de nos données puis la définition de leur état de sécurité, je pense qu'on essaie de sursimplifier un problème éminemment complexe. Là. Puis, moi, j'abonde pas nécessairement dans le sens que la vie privée n'existe plus. Je pense qu'au contraire, puis, tu sais, disons, avec la législation qu'il y a eu en Europe sur le right to delete, qu'on peut maintenant enlever des choses des moteurs de recherche en le demandant, prouve qu'on tend vers le contraire. Je pense que en tant qu'informaticien, on a été biaisé à se dire le stockage, c'est cheap, donc on garde tout. Donc, on est devenu comme des hoarders de données. Puis là, on se rend compte que l'informatique dépasse juste les 1 puis les 0 puis les ordinateurs, puis est en train de s'humaniser parce qu'il faut se rendre compte qu'il faut que ça intègre des processus humains, donc oubliés. Tu sais, moi, là, sans une mémoire qui oublie, là, si à chaque instant, je me rappelais de toutes les erreurs que j'ai faites dans ma vie, je pense plus que je serais ici. Là. Je pense que je serais tiré une balle. Mais t'as dit que c'était pas censuré. Hein? Aucunement. Non, mais tu sais, dans le sens, la mémoire, c'est fascinant là, parce qu'on serait pas capable de vivre avec les conséquences dans notre face constamment de tout ce qu'on a fait. Mais les ordinateurs font pas ça. Mais il y a deux choses à ça que je trouve. Il y a un épisode de Black Mirror qui fait exactement ça, où tout le monde a un enregistrement constant, puis quand tu passes genre les sécurités, ils vérifient ton enregistrement, ce qui s'est passé tout le temps. Fait que tu es toujours dans un état factuel. Quand dans les mémoires humaines, elle est zéro factuelle, elle est juste un mélange de choses, ça c'est une chose. Puis j'aime beaucoup dans ces exemples-là ramener puis justement que le droit à l'oubli des Misérables. Il y a un personnage très important qui a sauvé l'enfant d'un maire très important, ne se fait pas se demander ses papiers, donc a la chance de refaire sa vie comme quelqu'un qui n'a jamais de passé, qui n'avait pas les papiers jaunes, qui le stigmatisait comme une personne. Fait que là, on est dans une société, on est en train de détruire le fondement même de comment l'humain, donc l'humanisation de la technologie, qui vient vicier l'humain dans sa façon d'être qui était essentiellement peut-être mieux avant. Je vais faire mon vieux nostalgique, c'était mieux avant! Je pense qu'il faut justement adapter nos systèmes informatiques à ça. Puis, ben, comme on fait en tant qu'humain depuis longtemps, on le fait avec des lois puis des mesures. Puis là, bien sûr, si c'est les GAFA, là, je ne sais plus comment on les appelle, là, c'est ça, les GAFAM, merci JP. Si c'est les GAFAM qui contrôlent ça par les lobbies puissants dont ils font partie, ben ça n'arrivera pas. C'est comme Walt Disney ne réinventera pas le copyright. Donc, peut-être que ça va prendre un éveil d'experts qui va dire il faut que les données aient une durée de vie, puis il faut qu'on bâtisse ça directement dans les file systems ou avec la cryptographie ou avec, tu sais, si on se donnait la peine, on serait capable d'arriver avec une solution technologique, mais en ce moment, on se donne pas la peine parce que c'est ben trop compliqué. Puis on aime bien mieux le statu quo puis continuer d'opérer avec les outils qu'on a actuellement. On a déjà de la misère à sécuriser nos systèmes. Faut pas se rajouter ça en plus. J'aime beaucoup ça, Olivier, ce que tu dis du data hoarding. Il y a comme eu un mode où est-ce que on va tout collecter puis on verra plus tard si ça peut nous être utile. Mais avec les lois qui commencent à être passées, c'est que le data hoarding commence à être un risque financier pour les entreprises. Fait que ça va commencer à shifter et dire on conserve ça, on n'a pas d'utilité maintenant,
mais ça nous ajoute un risque parce que si ces données fuitent, on va avoir une pénalité financière. Fait que, OK, bon, la décision va se mettre à changer tranquillement vers, on n'a pas besoin vraiment, on va limiter notre exposure, puis on va y aller à l'essentiel. Et je pense que c'est long en maudit à changer, mais on s'en va dans la bonne direction, je pense bien. Non, t'as vraiment raison, ça par contre. Puis c'est un bon point, puis c'est lié à comment on fonctionne, c'est le cash. Fait que s'il y a un impact financier, ça monte jusqu'en haut, puis c'est le cash qui va faire qu'on va faire attention. C'est un excellent point. Le seul point où j'écoutais un petit peu ton argument, Olivier, puis où j'ai un petit peu un désaccord, c'est par rapport à la législation. C'est-à-dire que ce que je pense qui est en train d'arriver de manière plus générale, je prends juste le problème, admettons, de Netflix, puis d'essayer de collecter une taxe auprès de Netflix parce qu'ils distribuent un service au Québec, okay, ou au Canada. Traditionnellement, les lois étaient votées puis étaient faites au niveau de la souveraineté d'un pays ou d'une région, d'une ville et compagnie, là, selon ce que ça allait. Puis, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des services maintenant qu'on consomme, où il y a des trucs qui existent là, au niveau informatique, qui sont en parallèle ou au-delà de ça. C'est-à-dire que, a priori, oui, je consomme Netflix au Québec, mais Netflix comme tel n'est pas sous la juridiction du Québec et pas sous la juridiction du Canada. C'est arrivé avec la même chose au niveau du Airbnb, c'est arrivé au niveau de etc. Twitter au niveau des données, ouais. Tu sais, comme là, je pense que l'Europe, à ce niveau-là, sont beaucoup plus en avance que l'Amérique du Nord en général, il y a un petit peu l'Australie aussi, tu sais, au niveau de la gestion des données, puis de la souveraineté des données, puis qu'est-ce qu'on fait avec. Mais il y a comme une sorte de globalisation des services qui fait en sorte que les mécanismes traditionnels qu'on avait s'appliquent moins bien ou pas tout à fait ou pas pantoute. Tu sais. Puis ça, en ce moment, l'idée que ces entreprises-là ou ces services-là se gèrent eux-mêmes, au contraire, je veux dire, Google était capable de répertorier la Terre, le climat, les rues, archiver l'Internet et compagnie. La mode donnée qui existe juste à cet endroit-là, juste dans un fournisseur est énorme. Il n'y a jamais eu personne dans l'histoire de l'humanité qui a eu autant de données en même temps. Juste vous donner une idée, je ne sais pas combien d'entre vous pointent leur DNS sur 8.8.8.8.8, là, tu sais, mais ça veut dire que Google voit toutes vos requêtes DNS. Puis ils sont archivés. Puis il y a un outil qui s'appelle Chronicle qui peut regarder à travers ça, puis qui peut faire de la corrélation, puis qui est utilisé par le FBI, la GRC et compagnie, là, qui peuvent aller chercher ces données-là, faire de la corrélation de données, puis être capable de remonter à ça. Vous, en tant qu'usager, vous ne l'avez pas. Le Privacy Policy de 8.8.8.8 me semble que ça prend un mandat. Oui, tout à fait. Je dis pas que n'importe qui peut aller chercher cette information-là. Je suis d'accord avec toi, absolument. Absolument. Mais je veux juste te dire que cette information-là est cumulée. On a eu un panéliste qui a eu un peu chaud, là. Mais mon point, c'est que ces données-là ont été archivées et existent et peuvent être utilisées. Tu sais. Puis après ça, on pourrait regarder ce que Facebook fait, on peut regarder ce que d'autres font. Tu sais. Quand Target aux États-Unis, à un moment donné, il y a quelques années de ça, avait eu une campagne, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'est drôle aujourd'hui, mais à vrai dire, c'est pas drôle pantoute. Il y a un père de famille qui a commencé à recevoir de la publicité qui était basée sur le fait qu'elle allait avoir un enfant dans la maison. C'est-à-dire fait des affaires de couches, des publicités de lait maternisé, puis ce genre de trucs-là. Puis bon, sa famille est bâtie, sa femme a 50 ans et compagnie, fait qu'il s'en va à sa femme. Puis à un moment donné, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie une note à Target en lui disant, écoutez, vous devez vous tromper, arrêtez de m'envoyer ça n'a pas d'allure, je suis tanné de recevoir ça, puis etc. Puis ce que Target il répond, c'est, écoutez, on a 9... Ce qu'on apprend plutôt, parce qu'ils ne répondent pas ça à lui nécessairement, mais ce qu'on apprend plus tard, c'est que Target moniteur 9 métriques. Puis selon comment ces métriques-là changent, il y a un taux de probabilité à 80-90% qu'une personne soit enceinte dans la maison.
OK, à Ce qui l'utilisation. est inquiétant, c'est le très faible nombre de métriques que ça leur a pris pour faire ça, quand dans la réalité, on a probablement genre 100 000 métriques, points de données sur nous à tout moment chez Facebook, par exemple. À quel point ils peuvent déduire des choses de notre vie. Là, on parle juste de genre de naissance avec 9, quand que Facebook en a 100 000 sur nous. Exact. Puis en bout de ligne, juste pour finir l'histoire, ben, c'est que sa fille était enceinte et elle ne le savait pas. Donc, Target savait avant sa fille que sa fille était enceinte parce qu'elle avait changé, parce que sa carte de crédit, c'était une carte de crédit qui était liée à celle de son père. Puis les données cumulées sous la carte de crédit du père, les métriques avaient changé. Puis Target a su avant même que la personne qui était enceinte, avec un haut taux de probabilité que la personne était enceinte. Tu sais, ben, ça, c'est rien. Là. C'est comme disait tout à l'heure Nicolas, c'est 9 métriques, c'est rien. C'est stupide. Là. Je vais faire une joke cliché, là, mais j'espère qu'une des métriques, c'est du Häagen-Dazs avec des cornichons. Mais pour revenir à l'idée que la vie privée, je comprends ce que tu me disais tout à l'heure, Olivier, là, que les lois et tout, on travaille fort là-dessus, mais il y a tellement d'informations sur nous qui sont là que ça n'a juste pas d'allure. Non, mais c'est sûr que nos interactions d'achat, etc., c'est dur, mais tu sais, j'ai encore espoir que, tu sais, ma date de naissance, mon adresse, mon numéro d'assurance sociale, merci si ça je cherchais, tu sais, sont encore considérés privés et protégés, sauf si je les ai affichés. Puis là, tu sais, c'est ma décision. Tu sais, mais je nous écoute parler. Puis, moi, ce que je trouve drôle, c'est que nous, on est comme des experts en cybersécurité, puis on est là. Non, mais je sais pas pourquoi j'ai mis des air quotes, là. J'ai mis des air quotes pour les gens à la maison. Je juge qu'on est des experts. J'espère que vous êtes à la maison. Ouais. Moi, je suis pas un expert. Il y en a un autre à la table. Mais, non, mais j'ai perdu mon point. Fuck. C'était à mon as, c'est mon as, ce n'est pas le tien. C'est ce que je me rappelle. Ouais, non, je sais, mais c'est la primauté, la primauté des données. Non, j'ai perdu. Les autres ne sont pas des experts. Ah oui, c'est ça. Fait que donc, merci. Nous, on est des experts. Imaginez, monsieur, madame, tout le monde, là, comment on les a largués, puis ça fait longtemps, là. Puis tu sais, nous, on est là avec nos Privacy Badger, AdBlock, uBlock Origin, je sais plus c'est quoi le nom de lui qui marche encore, qui est pas vendu, tu sais, en plus, là, je veux dire, on suit ça à la lettre à côté, plusieurs browsers, incognito mode quand c'est le bon moment, le bon DNS provider, DNS encrypté, Tor quand c'est vraiment important, tu sais, Puis on est déçu de comment on se fait traquer. Imaginez, genre, monsieur, madame, tout le monde, je veux dire, c'est fini, là, rendu là, tu sais, moi, je pense, puis là, je vais comme lancer une bombe, là. Ça va prendre la législation, puis ça va prendre un gouvernement mondial pour... Là, ça prend des air quotes. Ça, c'est le moment. Ça va prendre un gouvernement mondial pour empêcher... Imaginez, avec l'argent des paradis fiscaux qu'on réglerait avec le gouvernement mondial, on aurait beaucoup de moyens de régler ces problèmes-là. Mais c'est pas Facebook, le gouvernement mondial? Bientôt. Zuckerberg for president. C'est ça. Je vais sauter sur ce point-là. Tu as raison qu'en fait, ça serait ça, là, utopiquement, la meilleure solution, ce serait d'avoir un gouvernement mondial. Parce que là, en ce moment, ce qu'on fait, là, c'est qu'on ajoute des lois, puis on ajoute des lois, puis il y en a certaines là-dedans qui sont dangereuses pour nos... Tantôt, on parlait de la privacité, que nos données restent privées, mais il y a aussi, il faut penser à nos libertés aussi. Là, moi, personnellement, je pense que Netflix, qui se fait gérer là, par le gouvernement canadien qui se fait gérer, qui gère Netflix, là, moi, je pense que c'est pas bon parce que là, on n'a plus accès au contenu comme tout le monde, comme toutes les autres personnes. Puis bon. Puis ça, je trouve ça dangereux. Puis moi, mon opinion, la première question, c'était qu'est-ce qu'on fait avec TikTok? Ben oui, on peut supprimer TikTok, quelle application insignifiante. De toute façon, ça me dérange pas. Mais il faudrait peut-être pas commencer à supprimer, comme justement, là, quand c'est rendu Twitter, ben là, on n'est plus
comme le reste de la planète, encore là, présent, puis on va manquer des informations. Puis là, ça devient politique. Puis là, ça devient dangereux. Là, t'sais. Fait que oui, je pense qu'il y a des lois vraiment pertinentes comme celle qu'Alexis a soulevée tantôt. La loi qui va responsabiliser les entreprises à faire attention à nos données et tout ça, c'est excellent. Mais là, après ça, on ne peut pas tout supprimer. Là, fait qu'il faut juste garder ça en tête. Là, mais effectivement, c'est gouvernement mondial, c'est ça la solution finalement. C'est vraiment, Olivier, que la solution à tous nos problèmes. Mais cela étant dit, puis on va aller un peu plus loin parce que on aime beaucoup les assistants virtuels. Et les assistants virtuels, justement, sont basés sur un paquet de choses, sur nos données. Puis, tu sais, il y en a un, jusqu'à un certain point, là, on a ChatGPT, là, avec qui est très comique, là, mais dire, là, tu sais, pour moi, c'est un jouet parce que ChatGPT était littéralement imbécile parce qu'il va dire à peu près n'importe quoi. Puis le problème de ChatGPT, justement, il va répondre même s'il ne connaît pas la réponse. Comme un humain, finalement. Mais il va finir par dire n'importe quoi. Puis le problème, les gens ont une confiance aveugle face aux technologies. Puis c'est un des problèmes avec TikTok, entre autres. On a une confiance aveugle vers ces choses-là. Fait que ChatGPT, s'il nous dit de faire des actes bizarres, mais il y a des gens qui vont agir sur le fait qu'ils vont avoir lu parce qu'ils vont poser une question puis ils pensent que la réponse est légitime quand dans le fond, c'est complètement farfelu. Là. Mais il répond avec tellement de confiance. Avec autorité. T'as envie de devenir son ami. Mais c'est vrai, si tu regardes le langage, je veux dire, t'as juste envie de le croire. Il répond à ta question puis il te le dit de façon très éloquente, même si tu lui demandes 1 + 1, ça fait-tu 3 puis il dit oui. Parce que, puis il te donne la preuve qui est complètement fausse. C'est vraiment convaincant. Mais le problème de ça, c'est que tout le monde va le croire, en effet, ouais. Et en fait, on va arriver dans l'idiocratie, c'est ça, le film? Ouais. Je pense qu'on s'en rapproche de plus en plus, hein. À mon avis, encore une dizaine d'années. Et je pense qu'on va rigoler beaucoup plus sur les publicités que sur les reportages ou sur les films. Probablement. Puis il y a des experts qui parlent avec beaucoup d'autorité aussi, puis à lesquels on croit beaucoup, puis dans lesquels on donne beaucoup d'espace aussi dans cet axe-là. Fait qu'on a des ChatGPT comme humains aussi, là, dans ce sens-là. Ben, tu parlais des médias généralistes qui représentent de façon, des fois, souvent toujours partielle par nécessité, mais des fois de façon peu nuancée ou inexacte des enjeux de sécurité. Puis, je pense qu'on a un rôle à jouer là-dedans. On est plusieurs, je pense, ici à parler aux médias de façon régulière. Puis, je pense que c'est une mission qu'on devrait tous s'investir de donner l'heure juste, puis d'expliquer aux journalistes qui sont des généralistes comment expliquer à la population qui ne sont pas des experts qu'est-ce que ça veut dire pour vrai, ce qui se passe dans notre monde. Toi, tu as le temps d'avoir ce dialogue-là avec eux parce que moi, c'est genre, tu arrives 5 minutes avant, ils te branchent le micro, puis pow, tu passes. Ouais, c'est ça. Puis si t'étais punché, ils te rappellent. Si t'étais pas punché, ils te rappellent jamais. Là. Souvent, l'opinion est déjà préconçue d'avance. T'arrives déjà avec on va diriger l'entrevue dans cette direction-là. Il y a déjà quelque chose qui est formé pour laisser une impression. C'est souvent polarisé. C'est d'un côté ou c'est de l'autre. TikTok a été un truc. On sait depuis des années ce qu'ils récoltent, ce qu'ils ont, mais là, à cause de la loi, là, c'est le branle-bas de combat. Puis ils veulent que ça crée cet effet-là parce que les gens s'y intéressent. Mais c'est vrai que c'est polarisé, puis c'est ça qui pogne, hein, des opinions punchées, marquées, puis c'est tout oui ou c'est tout non. Mais on le sait très bien que tout est nuancé dans notre domaine. Tout. Fait qu'on peut-tu se faire un appel à tout le monde puis dire, si vous avez la chance, parce que c'est une opportunité, c'est une chance de pouvoir parler aux Québécois, aux gens dans le monde, là, c'est de nuancer vos propos, puis pas d'y aller avec la ligne facile puis dire c'est tout bon, c'est tout mauvais. Nuancez, essayez. Au pire, vous vous faites pas rappeler, là, mais c'est le risque. Puis l'objectif, c'est que plus personne se fasse rappeler justement parce que parce que finalement, ils finissent par tout rappeler tout le monde parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que finalement, tout le monde a la même genre de ligne. Tu n'auras pas de poste au MCN. Non, mais attends, là, non, mais il faut des vulgarisateurs, puis j'espère, moi, qu'au contraire, les gens nuancés vont garder le micro. D'accord. J'ai un podcast justement dans cet objectif-là de vulgariser, de rendre au plus grand nombre, mais je ne m'adresse pas aux généralistes, je m'adresse dans l'absolu aux spécialistes quand même. Puis globalement, on a de la misère. On a vraiment de la misère à communiquer.
Ouais, puis si vous êtes du grand public et vous écoutez encore, merci pour votre écoute. On vous promet d'être très accessible après la pause. Et qui prend après la pause, hein? Allez, quelqu'un? Non, mais je pense qu'on a la chance de starter un autre sujet ou de continuer. Puis là, ben, je me demandais si tu avais quelque chose à dire, mais non, écoute. C'est bien, ça va lancer en dessous de l'autobus. Ouais. Puis tout le monde. Ben, passe le micro à ta gauche, à ta collègue. Ben oui, mais Puis je dis quoi? N'importe quoi. ce que tu veux par un sujet. T'as quand même présenté ce matin un sujet, tu sais, c'est quand même valide, c'est quand même très intéressant. Tu peux rebondir sur complètement autre chose pour nous changer de notre mode funky. Oui, ben là, ce matin, on a parlé des attaques sur les RDP, Remote Desktop Protocol. Oui, vous savez. Donc, ouais, les contrôles d'accès à distance là, qu'on utilise de plus en plus depuis la pandémie se font attaquer. Il faut être prudent et se protéger. Ben, je vais juste vous donner les 3 conclusions très importantes qu'il fallait retenir de la présentation. Fait que ça va déjà bien partir. Mais le premier étant de ne pas exposer nos systèmes à Internet directement et d'utiliser des VPN. Mais il faut faire des reminders tout le temps. Quoi? Non, mais sérieux? Ouais, non, mais des gens ont tendance à Mortier, oublier. là. 127% de plus depuis la pandémie de RDP exposés sur Internet. Donc, ça existe. Non? Ah oui, je vais builder up là-dessus, ça va être fascinant. On a un outil qui fait du mapping de surface d'attaque et on a fait un beau petit rapport pour 2022 sur un épisode qui va paraître sous peu. Et pour se donner une impression, on a au travers de tous les clients qu'on a fait, qui est à peu près 1% du global IPv4 space. Fait que c'est quand même assez gros ce qu'on a couvert. 25% des trucs qu'on trouvait étaient des serveurs RDP directement exposés sur Internet avec des essais possibles, illimités, sans aucun problème. C'était incroyable de voir ça. Puis plusieurs affectés sur des CVE qui dataient de mois. Fait qu'on parle beaucoup de Zero Day ou de gros problèmes. Ah, le Zero Day, on va avoir la technologie la plus avancée possible, mais on laisse nos serveurs RDP sur le côté, les fermes RDS, tout ça, vieillir tranquillement, pas vite, avec des CVE qui datent de 4-5 mois, qu'on pouvait librement exploiter sans aucun problème. Donc, c'est gigantesque, des fois, de juste pas penser qu'on laissait traîner ça. Non, mais c'est correct. Moi, j'ai pas de route par défaut dans mon réseau, puis je suis absolument... Je fais pas de résolution DNS vers l'extérieur, puis c'est vraiment mon jump point. Fait que je suis sécurisé, là, tu sais. Fait que... Ben, scanner une surface d'attaque, c'est regarder tout ce qui est visible depuis Internet. Fait que ça peut être n'importe qui est installé n'importe où, mais 91% des problèmes venaient du cloud. Donc, ça peut être n'importe quoi qui est logé sur un cloud provider ou qui est sur on-premise, mais il y a encore des gens qui ont encore ça aujourd'hui, en 2022, d'exposer librement sans passer par un VPN, d'avoir une solution de sécurité, peu importe laquelle, ou au moins d'être isolé ou d'avoir un certain contrôle, parce que directement sur Internet, ça ne se fait plus vraiment. En tout cas, c'est plus supposé se faire, mais de ce qu'on voit, c'est encore le cas. Mais c'était peut-être tous nos honeypots. La plupart du temps, quand on fait ces données-là, qui ne sont pas des données de sondage, c'est vraiment des données réelles qu'on a effectuées chez les clients, puis c'était vraiment des problèmes de surface d'attaque qu'on a relevés. Mais t'as scanné le cloud, là, tu l'as dit. Là. Vous avez scanné le cloud, puis moi, mes honeypots, ils sont là. Est-ce que tu as commandé un scan de nos services? C'est des vrais clients réels. Tu scannes pas l'Internet au complet. C'est moins d'1% du IPv4 Global Space lié à une centaine de clients. Ah, des clients. Okay, oui, c'est des données réelles. Il y avait réellement ces problèmes-là. YOLO, là, je scanne Internet comme moi je fais constamment. Ça serait le fun de voir encore pire comme situation. Ouais, YOLO, d'autres, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le truc? Tu le fais vite. Ça marche, ça s'en va, puis le voilà, avec parti. 8 serveurs. J'ai une recette, d'ailleurs, je ne l'ai pas rendue publique parce que c'est dangereux. Mais ça m'intéresse. Pour quelqu'un qui est en recherche, je suis prêt à partager. J'ai une recette Ansible. Tu utilises 8 serveurs, tu scannes Internet au complet sur un port avec Zmap ou Mascan. Je pense que c'est Zmap. Zmap, en dedans de 1 heure, tu as tes résultats, puis ça coûte 2,50 US. Damn! 2,50? De cloud. Ouais, c'est bon.
Mais c'est ça. Contactez-moi si vous avez. Sur le 2,50, c'est 3 bières que ça paye. Mais 3 bières en Slovaquie, pas ici. Ouais. Il faut 3 scans pour payer une bière. Excuse, j'ai inversé les prix. Mais moi, Ça fait je plus suis de intéressé sens. à savoir les 2 autres points parce que j'ai pas été là ce matin puis ça m'a évité de regarder le rerun. Deuxième chose, dans le fond, le premier t'a triggered, j'imagine pas le deuxième. Je pousse le micro. Mais non, c'est vrai que Il y a du monde comme ça qui ont besoin d'une vie. c'est de faire. Comment? C'est de changer, de mettre des bons mots de passe, puis de changer les usernames par défaut. Parce que ça aussi, les attaquants, ils Je pense qu'il va être triggered, là. Ouais, je le vois, là. Ça s'en vient. Mais c'est ça, parce que finalement, les gens, ils le font pas. Fait qu'il faut le rappeler. On le rappelle, on change nos mots de passe, puis on en met des robustes et on change les default usernames. Fait qu'on met pas admin comme pour entrer dans nos systèmes. Mais même. Mais c'est ça, parce que là, c'est deux. Tu sais, des fois, on dit, mettez des mots de passe robustes. Puis là, ça, c'est une chose, parce que là, l'attaquant, il va essayer de deviner ça. Mais tu sais, si on change notre username aussi, ben, ça fait quand même 2 informations qu'il faut qu'il essaye de deviner. Là. C'est une protection en soi. Pourquoi qu'on laisse les usernames par défaut, ça ne fait aucun sens. Là. Donc, tu sais, profitons de cette protection supplémentaire. Là. C'est quoi notre troisième? Je sais pas c'est quoi le troisième, mais moi j'allais dire, tu sais, imaginez si pour aller sur votre banque, c'était administrateur le cas. Tu sais, Desjardins, là, administrateur tout le temps. Tu sais, c'est ça, c'est que ça prend de rajouter une affaire de plus, c'est niaiseux, mais dans la loi des nombres des attaquants sur Internet, ça change vraiment beaucoup. Mais c'était quoi notre troisième conclusion? Ouais, c'est ça. Je me suis pas écoutée, je t'attendais. Mais avec qui vous avez parlé ce matin? Là? Clairement, vous n'étiez pas dans la même salle que dans laquelle il y a eu la présentation. Moi, j'étais comme, quand elle a dit qu'elle voulait présenter 3 conclusions, j'étais comme, on avait au moins 7 conclusions, là. Fait que j'étais comme, je la laisse aller, là. Sur le PowerPoint, il y avait 3 points. Mais là, puis il le y avait deuxième. 2 slides. Oui. Ben après ça, il y avait Future Work. Là. Mais ouais, fait que. Puis l'autre, c'est que, ce qu'on a vu avec nos analyses, c'est que ils utilisent. Les attaquants sont plus sophistiqués que ce qu'on avait anticipé. On les imaginait un petit peu plus basic dans leur attaque. Puis finalement, ils utilisent nos informations de certificats RDP puis de nom d'ordinateur pour essayer de créer des usernames et des mots de passe adaptés. Mais ça aussi, on le dit, ça aussi, n'utilisez pas vos informations personnelles dans quand on choisit des mots de passe. Mais on a la preuve là, que c'est une des stratégies pour attaquer. Donc, ça aussi, c'est une conclusion importante à ne pas faire. Puis c'est des choses de base qu'on dit tout le temps, mais voilà, on va les répéter. Mais je veux juste piggyback sur cette conclusion-là parce que ça nous a vraiment surpris. Ça fait longtemps que je regarde des attaques sur RDP sur Internet à en rendre fou, là, insérer le meme du gars qui fait des flèches, qui fume une cigarette, qui est comme un peu fou dans votre tête en ce moment. Mais c'est à ce point qu'ils roulent un scan préalable. L'information qu'ils utilisent pour monter leurs attaques subséquentes avec des usernames mots de passe vraiment ciblés pour la cible a été préfaite. Soit il y a un outil custom, soit ils utilisent Nmap avec le scripting engine activé qui énumère les informations exposées par RDP. Puis ils vont chercher le workstation et le certificat du RDP, qui est un certificat séparé. Là, ça n'a pas rapport avec les certificats HTTPS. C'est vraiment un certificat RDP de machine. Puis il prend ça, puis il fait des permutations là-dessus, et autant sur le username que sur le mot de passe. Puis là, je dis I, mais c'est il, elle, yel, mais genre fois des centaines de mille. Là. Mais tu sais, non, mais c'est quoi? C'est inclusif, là. Mais c'est vraiment important. à grande échelle. C'est à grande échelle. Puis c'est ça qui est quand même fascinant parce que je pensais pas qu'il y aurait autant de customisation. Puis ça, c'est arrivé, encore une fois, on est en train de s'ostiner avec d'autres chercheurs de d'autres compagnies là-dessus parce que leurs conclusions sont complètement à l'opposé des nôtres. Ah, mais Olivier, ça coûte 2 bières slovaques là, pour scanner l'Internet. C'est quand même pas surprenant qu'ils soient capables de faire ça. Puis de leverager, c'est des peanuts. Là.
Fait que Je suis pas surpris, mais je m'attendais à ce qu'il soit moins sophistiqué. Mais tu sais, c'est ça. C'est que clairement, il y a soit un toolkit. Définir ou- sophistication. Ouais. Parce que la réalité, c'est parce qu'ils sont juste capables de scripter un peu en Python, qu'ils sont sophistiqués, ou c'est, tu sais, depuis. Qu'est-ce qu'on définit? Parce que, tu sais, je veux dire, sérieusement, un APT, là, pour ce on n'est pas là. pour ce qu'on voit sérieusement, tu sais, ce qu'on parle dans les médias, des APT machin, moi, je vois rien d'APT dans ce que je vois, à part le côté persistant. Là, Moi, don't get me started avec APT. OK, le premier APT que j'ai analysé, Alexis, c'était mon boss dans le temps, là. C'était n'importe quoi, là. Ces gars-là, ils étaient zéro sophistiqués, là. C'est l'industrie qui dit que les APT sont sophistiqués. Il y en a plein qui le sont, mais il y en a que c'est n'importe quoi. Puis tu sais, je veux dire, ils compilent des exécutables tout croche. L'important, c'est juste de ne pas révéler t'es qui, là. Fait que c'est genre... Puis encore là, hein, les Chinois... Ouais. C'est un download and execute, genre générique, puis avec des documents un peu corrects, là. Puis du bon phishing. Mais mais tu sais, d'égaler APT avec sophistication, moi, je suis pas d'accord avec cette conclusion-là du tout, là. Ça m'a trigger. Je suis d'accord avec ton désaccord. J'ai lu... j'ai pogné un tweet cette semaine d'un gars qui disait, tu sais, APT, le A, il est discutable parce que bien souvent, c'est Adequate Persistent Threat. Ni plus ni moins. Très bon. Je me rappelle plus c'est qui, je suis désolé. Puis une chose intéressante qu'on n'a pas vraiment discuté aujourd'hui, mais tu sais, on a regardé une couple de stratégies là, tu sais, d'attaquants sur nos honeypots. Mais une chose qui est intéressante, c'est que les stratégies différaient selon la géolocalisation de l'IP. C'est-à-dire que tu sais, ceux justement qui étaient plus ciblés, là, tu sais, qui utilisaient nos informations pour essayer de créer les listes de username, ils venaient principalement, et je pense que principalement, c'est même pas le mot assez fort, là, je pense qu'en totalité, de la Russie et de Hong Kong. Donc, tu sais, donc cette stratégie-là a été utilisée juste par les IP qui venaient de là. Puis là, ben, ça variait. Là. Les États-Unis, eux, c'est d'autres. Ils attaquent moins, mais ils utilisent des mots de passe qui vont être plus présents, comme j'ai parlé aujourd'hui de la grosse liste, là, RockU 2021, là, qui ramasse toutes les données divulguées dans une liste. Là, puis ensuite de ça, les gens peuvent l'utiliser pour essayer de craquer des mots de passe finalement avec ça. Là, mais puis, tu sais, dans notre échantillon, on en avait juste la moitié là, qui utilisait des mots de passe qui étaient présents dans cette liste. Fait que je pense que, tu sais, pour répondre à ta question de sophistication, là, je pense que c'est juste l'attaque, elle est légèrement plus réfléchie que les autres, tu sais, que ceux qui de base. Puis ça, ben, c'est. Et encore là, définir qu'est-ce qui est en plus réfléchi, parce que dire, on est tous des experts ici autour de la. Non, mais on est tous des experts ici, puis sérieusement, là, j'ai rarement vu une vraie attaque qu'on pourrait qualifier de sophistiquée ou d'avancée. Tu sais, je veux dire, c'est plutôt rare. C'est pas la norme. On n'a pas dit que c'était des attaques sophistiquées, on a dit qu'ils étaient plus sophistiqués. Il y a une question de rentabilité à tout ça, parce que quand tu regardes l'argent que peut se faire quelqu'un en ransomware, en peu importe, c'est beaucoup plus facile de toucher des environnements moins défendus puis de s'essayer avec des scripts et des toolkits déjà faits que de vraiment prendre l'effort d'analyser un environnement et d'aller vraiment spécifique, comme c'est une fois que c'est commandité par un État ou qu'il y a vraiment un désir de rentrer une place spécifique. C'est pas rentable pour personne. Le commentaire que je ferais, puis c'est quelque chose qu'on discutait hier durant le... Non, je n'étais pas au déjeuner cette fois-là. En passant, pour faire un petit peu de pouce sur l'ouverture d'Olivier, je reconnais que mon commentaire se fait sur un territoire occupé non cédé. Mais une fois ceci dit, ce qu'on se disait hier durant le séminaire, c'était que, dans le fond, il y avait des... Comment je pourrais dire? Des trucs au niveau de la... Quand on, dans le fond, au niveau de, si je reviens à l'histoire de ChatGPT et tout, là, parce qu'il a commencé un petit peu cette discussion-là par rapport à, puis après ça, la sophistication des attaques, puis etc. Là, il y a une notion de durée dans le temps
qui, à mon avis, à moi, est en train de s'implanter. C'est-à-dire, on est tout le temps souvent focusé sur des attaques qui sont directes puis qui sont vraiment spectaculaires. OK, quelqu'un est rentré dans un serveur, puis c'est vrai que ça commence souvent par du phishing, etc. Mais si je reviens à la notion de sophistication, puis des trucs où un chat GPT peut un jour peut-être jouer contre nous, c'est dans l'accumulation de données, puis qui fait en sorte que dans le temps, les campagnes dans le temps vont s'éterniser, puis ils vont prendre avantage de certaines limites de système. Puis on en parlait hier parce que dans un DevOps du côté de Microsoft, entre autres, comme par exemple les images ne sont pas conservées après 28 jours. Fait que si tu es au courant de cette chose-là, puis tu es capable de faire une attaque de supply chain, puis tu es capable de t'insérer dans la chaîne de CI/CD, puis ça veut dire qu'au bout de 28 jours, t'es live, c'est-à-dire que c'est toi, t'es la norme, t'es le baseline, il n'y a pas moyen de vérifier après ça. SolarWind, 8 mois, 6 à 8 mois, je pense, pour la campagne totale là, au complet. La majorité des systèmes, que ce soit des EDR ou autres, ils regardent les données sur une période de 2 semaines à 1 mois, puis après ça, on les archive, on les envoie à quelque part. Fait que un événement qui est insignifiant, avec un autre événement qui est insignifiant, puis un autre événement qui est insignifiant sur une période de 6 mois, si tu n'es pas que tu es capable de faire de la corrélation de données sur cette période-là, tu viens de passer en dessous du radar complètement. Puis, où j'ai peur, pour revenir à la question par rapport à ChatGPT, c'est que j'ai vu une présentation du SANS l'autre fois que j'ai trouvé super intéressante. C'est-à-dire que si tu vas dans ChatGPT et tu lui demandes, fais-moi un virus, il va dire non, je ne peux pas te faire un virus. Parfait. Peux-tu m'aider à écrire un email qui fait ça? Il génère le email. OK, comment est-ce que je ferais après ça dans ce email-là pour faire tel genre de truc? Ils vont insérer dans le email le code que tu as besoin pour faire le truc. Là, si je change telle variable, est-ce que je peux faire tel genre de... Oui, c'est ça exactement qu'il faut faire. Il faut changer telle variable. Fait que finalement, en bout de ligne, tu pourrais dire, OK, comment est-ce que je pourrais faire après ça pour, s'il est au courant de la durée de vie, admettons, du cycle de vie, du côté de chez Microsoft, pour les images et compagnie, dire, OK, comment est-ce que après ça, je pourrais m'insérer là-dedans sur une période de 28 jours? Fait que lui, il ne sait pas que tu parles du CI/CD de Microsoft et compagnie, mais comment après ça, il utilise CrowdStrike ou il utilise il utilise tel agent, patati, puis en sachant que c'est 2 semaines, c'est parfait. Comment est-ce que je fais après ça pour faire que répéter tel truc, mettons, sur une période de 3 semaines à 1 mois. Puis, sans le savoir, tu peux manipuler l'outil qui, lui, a la banque de données derrière, qui a cette information-là que toi, tu n'as pas. Toi, ça t'aurait pris beaucoup, beaucoup d'efforts pour essayer d'accumuler cette intelligence-là. Dans le fond, intelligence en anglais, excusez, c'est mal traduit en français, c'est connaissance-là. Mais lui, là, puis il s'agit juste de le pôler pour le savoir. Puis a priori, de tranquillement bâtir, toi, sachant ce que tu veux faire, le résultat de ce que tu veux, tu peux le naviguer, le prendre par la main puis l'amener à ça. Puis ça, pour moi, c'est effrayant. C'est clair que c'est un risque plus tard. Là, pour l'intelligence artificielle, on peut la manipuler pour obtenir ce que l'on souhaite. Et en fonction du prompt qu'on va mettre dessus, c'est clair qu'on va pouvoir lui faire dire ce que l'on veut. Donc en effet, quand tu lui dis « je suis le fils d'un père qui est plus jeune que moi », il va dire « ah bah oui, c'est correct, et je vais lui acheter une montre ». Il va dire « bah tiens, choisis telle montre, etc. » Mais il n'a pas vu que j'ai dit que j'étais le fils d'un père qui était plus jeune que moi. Donc en effet, il peut trouver des conneries, il peut dire énormément de conneries, il peut raconter des carabistouilles de folie là. Mais par contre, quand tu arrives à lui faire des questions, des prompts, et puis aller comme ça, là, il te sort des trucs qui sont assez fabuleux, quoi. Et ça peut aller très très loin. Donc quand je vois qu'en face, et puis il y avait 2 points communs sur ce que vous disiez là, c'est qu'on a des RDP qui sont en ligne direct sur Internet. Ça, c'est quand même des gens qui l'ont mis, d'accord? C'est une intelligence humaine. Ensuite de ça, on a des gens qui mettent des passwords 1, 2, 3 soleil. C'est aussi l'intelligence humaine. Donc je me dis que quand je vois en face une intelligence artificielle qui est capable de m'expliquer comment pirater telle ou telle chose sans me le dire directement, mais qu'on arrive à lui faire dire, et puis une intelligence humaine qui a tendance à devenir de plus en plus bête, je me dis qu'en effet, ouais, l'avenir, il risque d'être plutôt un petit peu chaud, quoi. Moi, je dirais, par contre, là, pour nuancer, là, que ça fait qu'accélérer ce qui est possible. Puis tu l'as vraiment bien dit. Tu l'as dit tout à fait, là.
ça prendrait énormément de temps à accumuler les bonnes techniques pour réussir à accomplir les mêmes choses. Je ne l'ai pas testé pour bypasser les EDR en particulier. J'ai testé pour écrire des emails de phishing, puis j'ai même pas eu à faire de pirouette, là. J'ai juste dit, écris-moi un email qui est convaincant, j'ai une loterie, je veux que le monde clique. Là, j'ai trouvé ça mauvais. J'étais comme, rends ça plus obscur. Il faisait une autre version plus obscure, puis j'étais comme, il faut vraiment que le monde clique. Ou tu sais, genre, entice-les en teasant les collègues. Et puis pouf, il me sortait un autre texte. Tu sais, on devient, tu sais, en tout cas, moi, je suis un utilisateur. Là. Ça a changé ma vie. Genre, je viens d'écrire un blog, donne-moi 10 tweets qui vont vendre le blog, puis j'en pogne un des 10, puis je suis heureux. Puis jamais verbatim, là. Jamais, mais toujours, tu l'adaptes, tu sais. Je pense que le Blue Team va s'en servir comme ça. Tu sais, c'est ça aussi. Il faut voir la technologie. Genre, j'ai cette alerte-là qui est un lot, j'ai celle-là qui est un lot, je suis pas sûr qu'est-ce qui est possible. Puis là, paf, il va te sortir tel blog de tel Red Teamer. Parce que les attaquants, ils braguent beaucoup. Ça, c'est quand même encore un upper end qu'on a, là. Ils sont quand même assez contents. Puis les attaquants étatiques copient. On parlait justement de sophistiqué. Sérieux, le privé est encore meilleur, à mon avis. Puis là, je serais curieux d'avoir l'input d'Alexis là-dessus. Mais à mon avis, le privé est encore meilleur que les attaquants étatiques pour le red teaming. Puis probablement que c'est faux parce que les vraiment bons, on le sait juste pas. Puis dans 10 ans, on va avoir Stuxnet 2 qui est genre fucking... On est backdooré dans toutes les UEFI, Lenovo, forever, là, puis on le savait pas. Ça revient à la question de c'est quoi qui est sophistiqué. Tu sais, est-ce qu'un attaquant est sophistiqué parce qu'on n'est pas capable de remonter la chaîne puis de l'attribuer puis de dire cette attaque-là a marché comme ça de A à Z puis c'est le gouvernement X? Tu sais, c'est un exemple de sophistication de ne pas être capable de se faire tracer, right? Moi, je pense que c'est juste si ça n'a pas marché. Là. Tu sais, l'attaquant, il veut un foothold. S'il n'a pas eu son foothold, il a perdu. Je vais rajouter à ce débat-là, l'attaquant étatique est patient. L'attaquant privé n'est pas patient. Et fondamentalement, la patience, pour moi, n'est pas de la sophistication. C'est juste que tu as trop d'argent pour arriver à ton objectif. Je pense que c'est peut-être la bière qui parle, là, mais la sophistication, on pourrait-tu entendre que ça inclut une couple de paramètres qui sont pas disons, discutables. C'est l'énergie qui est déployée pour l'attaque, la sophistication des techniques utilisées. Tu sais, y a-tu, mettons, le développement d'un exploit custom versus pogner de quoi qui est sur GitHub pour une vulnérabilité d'il y a 5 ans. Tu sais, il y a comme certaines affaires qu'on peut s'entendre, c'est plus sophistiqué qu'une autre affaire. Mais c'est vraiment, puis l'étape de la reconnaissance, tu sais, j'ai-tu passé 3 semaines, tu parles de la patience. Moi, je pense que la patience, ça rentre dans la sophistication. J'ai-tu passé 3 semaines à profiler Olivier pour être capable d'y envoyer le bon email avec la payload qui exploite une vulne que j'ai trouvée puis que j'ai fait l'exploit pour. Mais là-dessus, profilé. Ah non, mais je ne vais pas répondre à ça. Il saurait quand même faire cliquer sur n'importe quoi. C'est officiel, c'est officiel. Donc, c'est ça. Mais la patience, je pense que ça vient avec l'idée de genre, j'ai une cible, puis c'est elle que je veux, puis je vais tout faire pour réussir à rentrer, ni plus ni moins. J'ai pas besoin de sortir le gros arsenal pour pogner Olivier, mais je sais, il va cliquer. Mais si je veux pogner quelqu'un d'autre, ben j'ai peut-être besoin de sortir les gros canons, puis là, de pogner un toolkit que j'ai fait custom, puis que je risque de brûler, puis de perdre des mois de dev. Ça, c'est du red team très fort. Si tu brûles tes choses, effectivement, c'est très frustrant. Mais il n'y a pas juste les red teams qui vont brûler. Les bons attaquants étatiques vont aussi avoir des kill switch, puis ils vont se brûler leur truc. Mais ça devient de la sophistication, parce que moi, la pure patience, c'est juste parce que tu as trop d'argent. Puis, tu sais, on peut, même dans le monde kinétique, on peut prendre cet exemple-là, tu as trop d'argent ou trop de choses, puis tu vas juste comme, jusqu'à temps, tu vas te frapper la tête sur le mur jusqu'à temps que le mur te lâche ou ta tête lâche. Mais tu es dépendant de ce qui va arriver. Fait que pour moi, la patience ou l'argent n'est pas la sophistication. Mais là, le fait d'avoir le kill switch, moi, c'est vraiment, on commence à embarquer dans des volets de sophistication intéressants où il a réfléchi à, OK, il faut que je disparaisse. Quand moi, c'est juste de la patience, moi, je vais frapper dans le mur, puis il va me détecter un moment donné, puis je m'en fous. C'est une nuance qui est au moins très importante dans ce genre de définition-là.
Juste pour continuer sur l'histoire du AI en général, là, pas juste nécessairement le conversationnel, là, que ce soit les photos ou autres, là, les avatars qu'on peut faire aujourd'hui, il y a des affaires totalement flyées. Là. Mais puis le profiling, je sais pas si vous avez regardé un petit outil qui s'appelle Crystal Now. Dans le fond, c'est un petit outil qui est gratuit. On peut souscrire, il y a un modèle payant aussi. Mais a priori, ça fait à partir de ton profil LinkedIn, ça essaie de bâtir un profil, ça essaie de donner une vue de ma personnalité à partir de mon profil LinkedIn. Puis après ça, je peux répondre à un questionnaire, puis ça va ajouter des nuances sur ça. Fait que je suis passé comme de killer à gentil. Là. Un coup, j'ai répondu au dictionnaire, au questionnaire. Mais a priori, après ça, ce que je fais, c'est que j'ai 10 profils que je peux pointer. C'est-à-dire que je peux aller voir n'importe qui chez LinkedIn, n'importe quel profil, puis dire, ben, fais-moi le profil de cette personne-là. Puis dis-moi comment je peux l'aborder. Ah, mon Dieu. Puis, fait que. Ah, mon Dieu. Mais aussi grossier que le résultat de tout ça peut être en ce moment, là, c'est quand même phénoménal. Là. Sérieusement, là, c'est. Là, t'as dit ça, puis il y a du monde en vente autour de la table. Ouais. Crystal Now. Mais ça pour dire, les applications de ça, on parle de ChatGPT, mais ça, c'est juste une autre application. Puis bon, dépendamment du prix que vous êtes prêt à payer, il y a des applications au niveau reconnaissance faciale, puis bon, des avatars, ce genre de trucs-là. J'ai un copain qui a repris des scènes complètes de Endgame, là, de Marvel, puis c'est sa face à la place du Capitaine America, là, puis c'est lui qui joue dans le film, là. Tu sais, puis pour détecter ça, je sais pas comment on fait ça aujourd'hui, là, mais tout ça pour dire en bout de ligne que j'ai l'impression que de savoir ce qui est réel, de ce qui sera pas réel, de ce qui est bon, le fameux email ou le tweet que tu as modifié, etc. Là, ces outils-là, sky is the... Moi, je suis un philosophe raté, là, OK? Mais je vais te répondre à ça avec « c'est-tu important? » Tu sais, dans le fond, cet outil-là va exister. Il change complètement la donne de la création, là. Puis là, le nouveau aujourd'hui, c'est qu'il faut vivre avec. C'est ça. Là. Non, je comprends, mais je prends par exemple, en ce moment, il y a beaucoup d'efforts au niveau des forces policières d'avoir des caméras portatives. Le monde, surtout aux États-Unis, qui se mettent des caméras dans l'auto pour voir si vraiment il y a un con en avant ou une. Je dis un con, mais ça, je veux pas non plus. Historiquement, c'était plus en Russie parce qu'en Russie, il y a plus. Puis c'est là où les vidéos sur YouTube de comiques, parce qu'en Russie, il se passe toujours des choses. C'est pour ça qu'en Russie, on tourne des caméras sur choses. Les Américains ont été plus des late adopters sur cette technologie-là, mais même sur un Pixel que tu achètes aujourd'hui, là, un téléphone Pixel, le Pixel 6 ou 7, là, peu importe là, celui que vous avez, la fonction de photographie, aujourd'hui, il y a moyen de prendre une de vos photos, puis je ne me rappelle pas le nom de la fonction exactement, mais c'est-à-dire tu peux dire, ben, efface cette personne-là de la photo. Fait que tout à coup, la personne n'est plus à l'événement. Tu n'es plus là. T'sais. Ou inversement, tout à coup, tu peux mettre la face de quelqu'un à quelque part où ce qui n'est pas supposé d'être. T'sais. Fait que oui, ça peut avoir des implications, mais à cette heure, où c'est que ça peut mener, j'ai aucune idée. Le Pixel, il n'y a pas l'option « mets la face de quelqu'un d'autre ». Non, il y a juste l'effacer. Non, mais c'est vrai, puis je pense que là, ça devient à l'éducation. Tu sais, avant, sûrement qu'on disait « il y a des gens qui écrivent des affaires fausses. Qu'est-ce qu'on fait? » On leur empêche d'écrire. Mais non, on s'adapte, puis on s'habitue. Je pense qu'il va falloir s'adapter à ces choses-là. Ça va être difficile, la période de transition, elle va être confuse. Il y a des gens qui vont se faire frauder. Il y a des gens qui vont peut-être, au-delà de la fraude, là, mais émotionnelle, il va arriver plein d'affaires. Mais moi, je pense que pas malheureusement, mais en tout cas, peut-être pour nous ici, c'est malheureux, mais je pense que les bénéfices pour la société vont probablement dépasser les coûts. Puis, non, mais je suis pas un optimiste, c'est juste que c'est facile de tomber dans ceux qui connaissent les Simpsons, là. Old man yelling at clouds, là. Genre, c'est facile de tomber dans genre, c'était mieux avant, tabarnak, genre. Puis, ça, c'est quelque chose qu'on m'a reproché récemment parce que je disais,
post-pandémie, j'étais dans un restaurant, puis je disais, il me semble qu'avant, ici, c'était moins cher, puis c'était meilleur. Puis les gens m'ont dit, man, t'es en train de tomber dans le vieux bonhomme qui dit que c'était meilleur avant. Puis j'étais comme, tu sais quoi, t'as raison, je vais être vigilant maintenant. Fait que là, j'applique la même vigilance ici, mais c'est des enjeux complexes, puis je pense qu'il y a beaucoup qui va passer par l'éducation. Puis on est chanceux parce que ChatGPT est pas tombé en dessous du radar. Tout le monde sait que ça existe. Là, pour le phishing, il va y avoir une game à faire d'éducation probablement très, très bientôt si ce n'est pas déjà fait. Mais, tu sais, pour ce qui est des devoirs, mettons, qui seraient fait tricher, c'est déjà en jeu, il y a déjà des profs, il y a déjà des réactions là-dessus. Ceci dit, tu sais, on peut pas dire cette technologie-là est trop dangereuse, on l'annule. Tu sais, je veux dire, non, le pouvoir de création puis d'accélération de nos performances personnelles en tant que knowledge worker dépasse largement les désavantages. Tu parles du phishing à mon travail, on regarde ça un peu. Hein? Puis, on a fait un paquet de tests pour voir, hey shit, on va-tu, tu sais, c'est-tu un silver bullet qui va nous bypasser? Puis, clairement pas. C'est du langage naturel. C'est que du langage. Puis, on a testé autant comme autant. Puis, c'est pas la solution miracle pour les attaquants pour bypasser. Ça reste, tu sais, de l'anglais. Ça reste du langage convaincant. Il va y avoir des termes, il va y avoir des tournures de phrases. L'analyse lexicale comprend qu'est-ce qui sort de ChatGPT. Fait que c'est bien plus facile pour un attaquant de faire ses mails de phishing. Ils vont faire plein de différents fine, là. Mais au bout du compte, il va frapper des technologies existantes qui vont reconnaître des patterns, des caractéristiques. Il y a pas, c'est pas, on n'est pas tombé en bas de notre chaise puis il faut engager 8000 personnes pour combattre ça. Là. Parce qu'il y a un URL ou un attachement. Puis vous avez déjà tout ce qu'il faut pour processer ça. Ah, mais pas nécessairement. On travaille beaucoup au niveau des attaques Business Email Compromise, où est-ce qu'il n'y a pas de rien de malveillant en soi, pas d'URL, c'est juste c'est du social engineering. Puis, ça fait que ça, c'est juste de l'analyse syntaxique, lexicale. Je sais pas mon domaine exactement, mais les gens de cette équipe-là m'ont dit que il n'y a pas tant de différence que ça entre les bonnes attaques BEC versus celles lancées par ChatGPT. C'est similaire au bout. Fait qu'au final, ils sont comme, on va checker ça, mais ça va bien. Oui, mais ça revient à imiter l'humain. Fait que si on imite déjà ce qui existe, puis c'est ça qu'il faut savoir aussi dans ces éléments de AI, où on est rendu, ils ne font qu'imiter ce qu'ils ont vu. Donc, ils ne doivent pas imiter très en dehors de ce qui est déjà connu. Donc, dans ce cas-ci, ils vont imiter des patterns qui ont déjà été vus dans d'autres choses. Donc, vos engins d'analyse lexicale doivent naturellement revoir ces éléments-là en conséquence, mais est-ce que c'est de la sophistication? Revenons à ces choses-là. Il ne faut pas s'en sortir. Regarde, vois-tu, moi je te disais que c'est l'énergie investie dans l'attaque. Si ton attaque prend 3 secondes puis tu passes ça dans le chat GPT puis tu le sors, c'est pas sophistiqué. Hot take. Mais non, parce que tu utilises un outil. Parce que, c'est ça. C'est un script qui dit, c'est ça. C'est pas sophistiqué. C'est ça. Parce que pour moi, la sophistication, c'est un humain ou des humains en arrière qui ont pris le temps de réfléchir à quelque chose pour arriver à une chose. Tu parlais de kill switch. Le kill switch prend une réflexion en arrière, dire qu'ils peuvent potentiellement me détecter, donc je vais me disparaître le plus vite possible. Fait que là, il y a une réflexion. Si je fais juste, ça revient toujours, je frappe dans le mur jusqu'à temps que le mur pète ou que ma tête pète, ben, il n'y a pas de sophistication. C'est juste du brute force, puis il y a beaucoup d'attaquants que c'est vraiment juste ça qu'ils font. Puis ensuite, on dit, ouais, ils sont sophistiqués parce que, oui, mais ils ont juste tapé sur le mur tellement longtemps qu'ils ont fini par passer à travers. Mais tu sais, on pense à SolarWinds, c'est 8 mois, puis je connais pas le degré de sophistication qui a été fait dans l'attaque lui-même, mais le temps lui-même, il n'est pas une sophistication. Mais ce qui a été fait dans les étapes, dans ceci, peuvent être de la sophistication parce que il y a des humains qui ont réfléchi puis n'ont juste pas pris des choses sur GitHub puis n'ont pas juste rassemblé une affaire puis genre c'est un kit dans son sol qui a trippé bien fort puis genre il était sur la brosse puis pour le fun il a décidé de casser quelque chose. Puis ça s'est vu, il y a un kit genre dans son sol bien chaud, il a décidé de casser un système puis il a réussi. Ça s'est vu, tu sais, Twitter on l'a vu, c'est justement un adolescent qui avait réussi à casser toutes les choses par social engineering. What?
On a eu un bon exemple un matin. Je sais pas si Mathieu, tu veux. Je te mets sur le spot là, si tu veux commenter, mais il y a eu 2 attaques qui ont été mentionnées en Ukraine sur la distribution électrique. Il y a eu l'attaque la première attaque de Black Energy, 2015-2016, puis après ça, il y a eu une Destroyer. 2015, merci. Fait que Comment viens, t'as le droit, Yes, sir. La première attaque qui a marché, c'était du contrôle à distance d'un poste névralgique. Je sais pas si c'était RDP ou un autre outil de contrôle à distance, mais juste un logiciel qui permet de bouger la souris, puis clic. C'est-tu sophistiqué, ça? Versus un Destroyer, qui était une réimplémentation de 3-4 protocoles super propriétaires qu'on n'enseigne pas à l'école. Ça prend les datasheets, là, ça faut que tu sois un client de Siemens et des autres équipements. Ils ont réimplémenté ça en module dans un logiciel malveillant pour après ça envoyer des commandes spécifiques aux équipements dans le réseau. Fait qu'on voit la différence d'investissement en temps puis en connaissance pour être capable de coder un Destroyer versus... Connaissance. Pour moi, ça rapporte à la connaissance et non au temps. Parce que tu peux être imbécile puis avoir du temps puis réussir à quand même le faire. Puis je te dirais que la plupart du phishing à l'heure actuelle, c'est pas mal des imbéciles qui ont trop de temps. Puis, tu sais, pour moi, je vois pas de sophistication là-dedans. Là. Puis, ils réussissent. Ils font des bonnes business, ils font bien de l'argent, tout ça. Tant qu'à ça, ils réussissent. Mais ils réussissent pas des choses qui, pour nous, dans notre domaine, qui sont spectaculaires. Tu sais, c'est quasi banal. Puis, ta compagnie, puis, tu sais, servent justement à retirer tout ce monde banal-là. Parce que c'est ça l'essentiel qu'on s'attend de ces produits-là, de retirer le banal. Mais c'est le restant. Mais il faut pas confondre la sophistication de l'attaque avec l'impact que ça a eu. Tu sais, Black Energy, ça l'a shuté down 230 000 l'électricité chez 230 000 personnes à Kiev pendant des heures. Impact majeur pour une attaque technologiquement non sophistiquée. Tu sais. Fait que c'est pas toujours corrélé les deux ensemble. Et puis, tu disais qu'il fallait, c'était surtout du temps, par exemple, pour les systèmes industriels, mais c'est aussi des moyens. Parce que toi, si tu veux acheter les équipements, les breakers et tout, jamais Siemens il va t'en vendre et tu trouveras jamais personne pour en vendre. Mais là, on en est dans la connaissance. Justement, pour arriver jusqu'où tu as besoin, ça demande un effort significatif de connaissance ou de recon, puis tu sais, ces éléments-là, tu sais, ça demande du brain power. Mais ça demande des attaques précédentes pour faire du recon, après de lire des datasheets, d'acquérir le matériel, de coder. Parce que, tu sais, on va regarder le modèle du phishing ou des ransomware en général. Tu sais, il n'y a rien de sophistiqué dans les ransomware, mais ils font beaucoup d'argent, ils ont beaucoup d'impact. Globalement, pas individuellement, tu sais, c'est bon, chacun est triste de son côté, mais si on les prend globalement, le marché du ransomware, il y a beaucoup d'argent qui circule là-dedans. Mais moi, j'ai zéro sophistication. Là. C'est vraiment, c'est en général, le bas fruit. Le zéro, c'est un peu rude. Là. Okay. Il y a un crypte, il gère des clés privées, il les envoie dans le cloud, ils perdent pas toutes. Ben c'est sûr que certaines compagnies. Il y a des business qui sont plus tout croche que ça. OK, je retire mes paroles, c'est pas zéro, mais au moins ils savent scripter. On va leur donner ça. Oui, mais ils ont de l'expérience. Les premiers ransomware, là, il y avait des failles à tout bout de champ. Là. Ils laissaient des clés sur le système. Il y en a qui se foutent. Du key reuse, il n'y avait pas d'IV ou les IV étaient fixes, il y avait plein d'erreurs cryptographiques. Là. Master, ils ont appris, ils sont rendus sophistiqués. Ouais. Plus qu'avant. Ils sont meilleurs. Oui, ils sont meilleurs, mais à ce moment-là, la sophistication est juste par rapport au niveau de l'eau? Parce que justement, tu penses ça, le niveau de l'eau augmente avec le temps naturellement. Fait que, puis c'est peut-être ça où peut-être on diffère. Moi, c'est t'es au-dessus du niveau de l'eau, là, tu vas devenir sophistiqué. Si t'es au niveau de l'eau, ben, t'es comme les autres, finalement. Là. Peut-être une question orthogonale un petit peu à la discussion qu'on a en ce moment, dans le sens où il y a été une époque, puis je vais revenir un petit peu à la discussion qu'on a en ce moment, là, mais il y a été une époque où c'était bien hot d'avoir des honeypots. OK? Puis tout le monde s'en allait là-dedans. Puis, bon. Il fut un temps, dans les temps immémoriaux. Exact. Puis, à un moment donné, ça a complètement disparu. Bon, aujourd'hui, on appelle plus ça des honeypots, on appelle ça des decoys. C'est beaucoup plus hot, là. Mais l'idée est un petit peu la même. C'est-à-dire que je barre, dans le fond, on a passé beaucoup de temps à barrer la porte d'en avant.
Mais même chez nous, des fois, on met des systèmes d'alarme pour savoir ce qui se passe en dedans. Tu sais. L'idée, c'est, puis je vais revenir un petit peu à la discussion qu'on avait, à part là, les peines, les intrusions directes, là, j'ai crashé un serveur, j'ai trouvé le password, je suis rentré dedans, puis etc. Mais les campagnes qui sont beaucoup plus longues, puis où il y a de la reconnaissance, puis bon, il faut penser à un protocole, penser à ci, aller faire, bon. Le système d'alarme dans la maison, normalement, devrait m'avertir qu'il y a quelqu'un dans le salon. Tu sais, puis qu'il y a une fenêtre qui était ouverte, puis que c'était pas à la porte, puis ce genre de truc-là. C'est la personne avec qui tu as déjeuné. Tout le monde veut le savoir. Non, pas encore. Mais mon point, c'est est-ce que vous voyez, puis je lance la question largement parce que chez nous, en tout cas, il y a une réflexion qui se fait par rapport à ça, à être capable, puis c'est pas des honeypots, là, c'est vraiment de notre nature, mais c'est des decoys, quelque chose qui fait juste, dans le fond, t'es intéressé à un password ou t'es intéressé à tel genre de système, puis t'es capable de le détecter, puis ça fait pas partie du pattern traditionnel de l'usager. Parce que dans le fond, dans un système, pour revenir un petit peu à la discussion qu'on avait par rapport à du Zero Trust, t'es capable de mapper à un moment donné qu'est-ce que les usagers devraient faire de façon normale par rapport à ce qu'ils ne devraient pas faire de façon normale. Donc, si t'as du monde qui se met à s'en aller à gauche ou à droite, ben a priori, ça devrait pas arriver. Puis tes decoys sont là, dans le fond, pour te dire que quelqu'un est en train de poker alentour. Est-ce que vous voyez une utilité ou une résurgence, c'est encore de l'anglais, ça. En tout cas, qu'il y aurait dans le fond un retour à ce genre de truc-là là, pour nous aider, dans le fond, à détecter que quelqu'un est en train de passer d'un truc à une autre chose, puis bon, qui s'attaque à mes breakers ou peu importe, là, tu sais. Puis que ça dure. Là. Je sais pas si c'est de ça que tu fais référence, mais le concept de canary token, tu leaks des trucs, puis qui servent à rien, puis un attaquant tombe dessus, puis il va des credentials qu'il va tester. Proofpoint vient d'acheter une compagnie qui fait ça. Fait que c'est de la deception, là. Fait que si tu laisses des trucs, puis quand l'attaquant se promène, puis il tombe sur un de ces trucs-là qui sont plantés juste pour l'attaquant, c'est comme des tripwires, puis là, tu sais qu'il y a quelqu'un qui a touché à de quoi qu'il n'était pas censé toucher. Puis ça t'alerte que il se passe de quoi. Ça fait une couple d'années que c'est trending parce que on s'entend que c'est comme une ligne de défense comme deep field. Là, c'est ça. L'attaquant est rentré. Si t'as pas un SOC, t'as pas besoin de ça. Mais si t'as un SOC, tu peux considérer avoir ça. Exact. Ou un manage, tu sais, ça peut être manage. Mais oui, parce que c'est nécessaire dans un sens que ça va l'être parce qu'en moyenne, ça c'est des statistiques qu'on a à l'interne, c'est 28 jours qu'un attaquant reste dans un réseau médian. Fait que ça peut être un petit peu plus moins, un petit peu plus long, mais globalement, il y a 28 jours dans le réseau à se promener. Fait qu'il y a le temps de faire beaucoup d'actions transversales, beaucoup de déplacements latéraux, beaucoup de callback à un C2 qui peut faire tranquillement pas vite, une journée, une semaine, prendre un temps, devenir un petit peu plus malin avec son nombre de requêtes pour arriver un petit peu à lancer l'attaque après ce temps-là. Fait que 28 jours, il peut s'en passer des choses, puis du comportemental, c'est nécessaire. On a-tu droit d'aller pisser? Vous avez tous les droits, mon Je vais peut-être revenir sur le 28 jours. Je pense que c'est pas mal biaisé avec les rançongiciels. Mais si tu prends l'espionnage, les attaquants qu'on traque, ils peuvent rester des années dans le même réseau. Donc, c'est encore... Ça montre que c'est encore plus intéressant d'avoir ce genre de canary token parce qu'ils vont bouger dans le réseau pendant des années. Comme je disais, par exemple, en Ukraine, là, les wipers qui ont été déployés, les attaquants, ils ont probablement pris possession du réseau il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis, c'est impossible de remonter la trace une fois. Enfin, les logs, tout a été effacé. Ça, on le voit avec des campagnes de spear phishing que le but, c'est de voler des credentials. On envoie à la pochetée, puis on a de la misère à voir à quoi ça sert. Tu voles des credentials d'un sysadmin dans un réseau gouvernemental, ça va pas être utilisé demain matin, puis dans 3 jours, on entend que la victime a été attaquée, puis tout est down. Ça va être mis dans leur petite poche de côté. C'est gagner de l'accès.
Puis peut-être qu'à un moment donné, ils vont en avoir besoin dans 3 mois, dans 6 mois. Bon, évidemment, les passwords vont bouger, mais tu sais, c'est pour des trucs d'espionnage dont l'objectif ou la mission est à long terme de gagner un accès dans un réseau précis. C'est une opération qui continue, puis comme tu dis, le but c'est de rester là longtemps pour collecter de l'information. Des fois aussi, cette donnée-là, ça a une valeur monétaire. Parce que des fois, c'est des contrats qui sont lancés pour avoir de l'information le plus possible. C'est tout simplement vendu. C'est-à-dire, quelqu'un va l'utiliser maintenant dans une liste, quelqu'un va l'intégrer à un outil existant, puis ça va se retrouver quelque part. Fait que c'est une notion, effectivement, qui va aller de l'avant. Mais comme tu disais aussi, pour mes cas spécifiques, c'est des cas de IR. Fait que c'était 600 cas de IR en 2022, puis sur là-dessus, c'était le 28 jours de médian. Fait que vraiment, c'était plus dans des cas de ransomware, beaucoup. Fait que la sophistication était peut-être beaucoup moins là. Fait que le use case vraiment d'une attaque vraiment sophistiquée, c'est vrai que c'est pas représentatif. Ça, c'est vrai. En fait, par rapport à la durée médiane, ce que je voulais dire, c'est le but d'un groupe de ransomware, c'est de mettre du ransomware. Donc, forcément, l'attaque, elle va stopper parce qu'ils n'ont pas besoin de rester là longtemps. Le but, c'est quand ils ont tout qui est prêt, ils vont déployer le ransomware. Donc, forcément, la durée va être plus courte que l'espionnage où tu veux rester long. Oui, puis pour avoir fait la gestion d'incidents à quelques reprises, l'honneur de la guerre, c'est la vitesse. Puis si tu es justement capable de l'intercepter dans les premières phases d'attaque, c'est là où arrivent les produits en avance, c'est de réussir à détecter ces premières phases-là où il n'a pas encore fait de dommages, où il n'a pas encore vraiment pivoté, où il fait juste comme regarder. Et c'est excessivement difficile de l'attraper dans ces phases-là. Parce que puis en gestion d'incident, ça fait la différence entre on passe des mois à récupérer le problème à on passe des heures à récupérer le problème. Fait que c'est très important, puis c'est là où il faut être vigilant. Puis là, ben oui, il y a des produits, mais oui, ça prend un SOC, parce que le gars a fait de référence. S'il n'y a pas de SOC, bref, ça ne sert à rien. Fait qu'il faut avoir des gens pour regarder les outils qu'on déploie en place, puis justement de détecter ces canaries-là. Mais ces canaries-là, en même temps, c'est des vieux concepts, parce qu'on j'avais vu dans OpenBSD, ils ont des canaries de mémoire, par exemple, qui génèrent ce genre de choses-là. Fait que je suis un peu étonné, mais j'imagine que le marché drive en conséquence, qu'on n'a pas répertorié davantage de choses comme ça dans les réseaux corporatifs. Parce que les honeypots, oui, il y a un temps où c'était la mode. Tout le monde disait moi, je veux mon honeypot dans mon entreprise. Ben, mais tout le monde a abandonné parce que personne ne les regardait. Fait, pourquoi tu as un honeypot si tu t'en sers pas, s'il n'y a pas de suite, si ça ne sert à rien, c'est juste pour faire beau puis parler avec tes chums exécutifs. Hey, moi, j'en ai un, t'en as-tu un, toi aussi? Ben, ça ne sert à rien. Il faut qu'on ait un rendu terrain. Là. Et là, je passe la balle à mes amis plus techniques, là, parce que moi, je parle, mais je ne suis pas dans ces univers-là. S'il vous plaît. Ben, globalement, moins dans ce cas-ci, mais ce qu'on essaie de faire le plus possible, c'est que surtout ransomware, on va le spécifier, c'est que souvent, quand une attaque va démarrer, ce qu'ils vont regarder souvent rapidement, c'est des fichiers intéressants. Fait que surtout nouvelles technologies ransomware et anti-ransomware, la plupart du temps, c'est de mettre des decoys à l'intérieur du système de fichiers dans des emplacements connus. Puis on a côté solution de quoi de viser là-dessus pour dire si jamais des fichiers intéressants qui sont des Excel, des Word, n'importe quoi qui va être encrypté souvent en premier change, on peut considérer que le processus, le hash, puis tout ce qui se passe subséquemment dépend de ça, est un ransomware avec un haut niveau de confiance qui peut au moins parsemer ça dans le réseau, avoir une réponse plus rapide. Mais là, on parle vraiment de quelque chose qui est agent-based avec vraiment ces petits decoys-là à l'intérieur même du système de fichiers. Il y a cet élément-là, mais encore là, c'est parce qu'on parle d'une finalité, puis c'est ça que tu es un peu achalé par des ransomware, parce que ransomware, c'est juste la finalité d'une série d'attaques et non la série d'attaques elle-même pour s'y rendre. Puis c'est pas le ransomware qu'on doit détecter, c'est le chemin pour s'y rendre qui est important. Puis c'est là, je pense que dans la conversation publique ou généralement publique, on parle de ransomware, mais moi, je m'en fous. Là. C'est juste, là, c'est parce que j'ai été peigné les clottes à terre, puis je finis. Mais la réalité, c'est toute la chaîne. Puis pour en avoir fait du IR, j'en ai beaucoup de. Tu vois la chaîne monter, puis tu es content quand tu l'arrêtes au bon moment. Là, mais, la reconnaissance ou au moment de l'infiltration initiale. C'est assez violent. Là. Ça fait du bien. Je pense pas qu'on devrait avoir cette conversation-là ici. Hey, moi, j'ai faim. Donc, on va closer. Tu parles d'une façon de finir. On ne saura jamais s'il est allé déjeuner avec qui, de toute façon. Il est parti. Ben là, c'est complètement mort. Fait que commencer avec quelque chose de
justement d'appétit. Fait qu'on va terminer avec l'appétit. Fait que merci beaucoup. C'était très comique. J'espère qu'on va répondre ce genre de panel-là parce que c'est très, très diversifié. Fait que Olivier a l'air de vouloir passer la balle. Merci. Merci de l'invitation, Nicolas. C'était vraiment le fun d'avoir cette conversation-là. Post-conférence, c'est encore plus intéressant. Merci. Ben, post-conférence-là live, mais vous allez avoir une vraie séance post-événement sur lequel on va revenir dans le plus profondément sur les 3, 7, X choses Deux slides de PowerPoint. Ça, c'est ça. 3 conclusions et 4 futurs projets à plancher. Jusqu'à ils s'entendent pas, fait qu'on va regarder ça pour une autre fois. Merci.